On va parler des contrats entre ostéos, donc ça va être remplacement, collaboration. On va parler des contrats de location de local, donc ça va être, ça et puis les contrats de vente de patientèle, ou plutôt d'activité et on verra les détails quand on y sera. Pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est Clément et Conrad, donc moi c'est Clément. Donc on est tous les 2 ostéos et on est diplômés depuis 2012-2013 et moi après j'ai fait aussi une école d'informatique à Paris où il y a pas de prof et qui est gratuite, un truc un peu bizarre mais c'était très fun et voilà et depuis on fait ostéopathe pro et Conrad tu veux dire 2-3 mots? Ouais, non, non, c'est, pareil, je suis ostéopathe, pareil depuis 2013, diplômé du SIDO et actuellement je suis installé à Castres dans mon propre cabinet et à mi-temps, on va dire, enfin un peu plus qu'à mi-temps et l'autre mi-temps, je suis sur ostéopathe.pro. Et on en reparlera à la fin. Effectivement, donc en fin de webinaire, on vous a prévu des trucs pour, avoir accès à des contrats réalisés par des juristes, tout ce qui est assistance juridique, comptable et administrative et puis une petite offre spéciale pour ceux qui ont bien voulu venir au webinaire. On vous parle de tout ça à la fin et commençons tout de suite par la grosse question de: «Est-ce que j'ai besoin d'un contrat?» Et la réponse est À toi, oui. Conrad. Ouais, la réponse est oui, c'est une obligation légale et comme vous pouvez le voir, sur la slide, globalement, ça sert surtout à protéger et à clarifier les choses. Donc le contrat, globalement, il sert vraiment pour répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Combien de temps ça dure, combien ça coûte, comment on l'arrête, est-ce que je peux essayer, à qui, qu'est-ce qui appartient à qui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important lorsque vous faites des associations ou de la location. OK, alors on va commencer par les contrats entre ostéos. Donc il y en a 2 types. Comme on l'a dit au début, il y a le remplacement et la collaboration, mais donc ces contrats-là sont faisables qu'entre ostéopathes, professionnels. Donc pour ça, il faut que les 2 soient déjà en règle avant même de penser à faire un remplacement ou une collaboration et donc pour être en règle, il faut 3 choses. Il faut le diplôme, donc avec ça, ça va se traduire par un numéro ADELI ou RPPS. Il faut avoir une entreprise en règle, donc un numéro SIREN et SIRET et une assurance pour avoir le droit d'exercer, donc une responsabilité civile professionnelle, sachant que, quel que soit le cas, qu'on soit en remplacement ou en collaboration, on reste responsable des actes qu'on fait, d'où la nécessité de la RCP. Oui, et petit Et détail, pour si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, on y répondra au fur et à mesure. Après chaque gros chapitre, après chaque, section, il y aura tout un temps où, on vous laissera poser quelques questions, si vous en avez. Donc là, on va voir c'est quoi la donc on va différence commencer entre par, remplacement et collaboration. Il y a un troisième cas qui existe, mais dont on va parler dans quelques instants. Donc le remplacement, c'est uniquement, comme son nom l'indique, si vous remplacez le titulaire. Ça veut dire que le titulaire, il ne doit pas être présent dans le cabinet quand vous, en tant que remplaçant, vous y êtes. C'est vraiment très important cette différence. Le remplacement, il est forcément temporaire. Donc c'est maximum 6 mois. Si vous avez un remplacement de 9 mois, c'est que ce n'est pas un remplacement, ça devrait être autre chose, une collaboration par exemple. Et la patientèle appartient toujours au titulaire. Vous le remplacez, vous n'êtes pas là pour longtemps, donc c'est toujours le titulaire à qui appartient la patientèle. Au niveau de la comptabilité, ce qui se passe, c'est que c'est le titulaire qui encaisse l'argent. Ça veut dire que les espèces, les chèques vont sur son compte en banque à lui, la carte bleue, elle est reliée à son compte à lui, et c'est le titulaire qui reverse, qui rétrocède, plutôt ici on parle de rétrocession, le reste en revenu pour le remplaçant. Ça veut dire que le titulaire, pour lui, c'est des charges. Donc si vous êtes à 70-30, le titulaire vous reverse 70%, et ça, pour lui, c'est des charges, et pour vous, les 70%, c'est des revenus. je préciserai là-dessus aussi que sur la partie indisponibilité, ça peut être quelle que soit la raison. Donc ça peut être, pour des congés, des repos, une maladie, de la maternité, des formations continues, des actions syndicales. Donc la raison de la disponibilité est pas importante. Par contre, il faut vraiment que ça soit une indisponibilité. C'est-à-dire que si vous travaillez dans un cabinet, le titulaire peut pas travailler dans un autre cabinet. C'est vraiment il n'est pas disponible, d'où le remplacement. Et pour les 6 mois, c'est consécutif. Si jamais c'est par exemple du remplacement occasionnel, certains jours par semaine, des fois ça peut durer plus longtemps. Mais si ça devient vraiment une habitude, généralement on va préférer quand même de faire un contrat de collaboration.
Donc la collaboration, c'est pas du tout la même chose. C'est pas une mission à durée déterminée. C'est beaucoup plus, illimité dans le temps et l'idée, c'est de pouvoir partager des locaux et du matériel. Et la grosse différence aussi, c'est que là, en tant que collaborateur ou collaboratrice, vous allez pouvoir constituer votre propre patientèle. C'est ça qui est important dans le statut de collaborateur, c'est qu'en fait, vous gardez votre indépendance et j'y reviens juste après. Sur la comptabilité, ça change aussi pas mal de choses parce qu'en fait, c'est vous qui encaissez, heu, les honoraires. Donc en fait, vous avez comme un cabinet normal, c'est-à-dire que les patients vous payent vous et ensuite vous, sur toute votre, sur ce que vous avez encaissé, vous reversez une partie au titulaire et en fait, on va considérer que c'est comme une forme de loyer. C'est-à-dire que vous payez un pourcentage de vos honoraires ou un montant fixe. Ça aussi, c'est à définir en fonction du contrat. Mais donc voilà, vous payez un pourcentage et donc ça se déclare dans vos charges. Donc il y a souvent un statut qui est plus intéressant ici aussi, c'est que si, vous êtes par exemple à 30 de 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 redevance, cette redevance-là, en fait, vous avez la comptabilité en charge et donc très souvent, ça devient plus intéressant d'être en régime réel plutôt qu'auto-entrepreneur. Mais si vous voulez, vous nous poserez des questions là-dessus sur, dans quel cas c'est intéressant d'avoir des charges, dans quel cas c'est pas intéressant d'en avoir et donc le titulaire, ce qu'il reçoit de votre part, la redevance, pour lui, c'est un revenu. Donc un petit tableau récapitulatif, ça fait jamais de mal. Voilà, on voit un peu les différences principales entre les 2. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le côté propriété de patientèle. Il y a un cas où vous venez, vous faites, le travail et puis ensuite, que vous restiez dans la même ville ou ailleurs, en fait, c'est vraiment, temporaire et le cabinet reste titulaire. Alors que si c'est une collaboration, l'idée, c'est quand même que vous puissiez aussi faire votre patientèle Oui, et au niveau et des donc statuts, régime adapté sera un peu différent. ouais. Oui, pardon, et au niveau des statuts, vu que dans la micro-entreprise, les charges ne sont pas comptabilisées, heu, être remplaçant et micro-entrepreneur, ça va plutôt bien ensemble, puisque techniquement, en tant que remplaçant, vous n'avez aucune charge à payer. Donc, la micro-entreprise passe plutôt bien. Par contre, si vous êtes collaborateur, si vous avez plus de 10 de redevances, globalement, le régime réel sera plus intéressant. Donc là, on a vraiment cette différence de statut qui correspond mieux, entre la collaboration et le remplacement. Il y a vraiment 2, c'est vraiment 2 gaps, quoi. Et donc, comme on disait, il y a un petit piège à éviter, c'est, donc avant, il y avait un statut qui s'appelait l'assistanat, ça se fait encore beaucoup malheureusement, mais donc là-dessus, c'est tout ça, c'est de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y a pas de loi définie qui dit, voilà les conditions à avoir pour faire une collaboration ou pour un assistanat. Donc tout ça va se baser sur quand des gens sont en opposition, ça va passer devant le juge va donner un jugement et l'ensemble des jugements, qui existent vont donner la jurisprudence. Et en fait, sur la partie assistanat, quand par le passé, il y a eu des conflits, le statut n'existe plus parce les juges ont considéré que dans le cas d'un assistanat, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas créer votre propre patientèle ou si vous aviez trop d'ordre du point de vue du titulaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisamment indépendant pour créer votre cabinet, on va considérer que c'est un assistanat. Et en fait, ça, c'est pas légal parce que, en fait, en tant qu'indépendant et en tant que libéraux, on a normalement la liberté de justement de pouvoir créer sa patientèle et de pouvoir faire son travail. Donc ce qui est important de voir dans le contrat de collaboration, c'est que, il y a une notion d'indépendance, donc il faut que vous puissiez constituer votre propre patientèle, que ça soit, sur des moments, précis, soit sur des conditions particulières qui vous permettent de dire: «OK, même si la collaboration s'arrête, il y a une partie de ma patientèle qui m'appartient, et tout ne revient pas au titulaire si vous arrêtez». Et pareil au niveau de la relation hiérarchique, il y en a pas, donc c'est vraiment, une entente entre 2 personnes, qui souhaitent collaborer sur un cabinet. Et le risque Oui. quand on fait un assistanat et surtout du côté du titulaire, pas tant pour l'assistant, c'est que pour le titulaire, en fait, il s'expose à avoir ce contrat-là requalifié en salariat. Donc en fait, c'est comme si ça devenait votre patron, mais du coup, il y a pas du tout les mêmes obligations au niveau des lois. Il faudrait qu'il paye, des charges, patronales, et plein d'autres choses à côté. Donc voilà, c'est important de savoir que ça existe encore pas mal et je pense que c'est important d'en discuter si jamais vous tombez sur un contrat d'assistanat, pour remettre un petit peu les choses au clair. La non-concurrence, c'est quelque chose qui revient très souvent, dans tout ce qui est forum, sur Facebook, dans les groupes, et puis même en termes de conflits, quand on parle avec des gens qui ont fait des contrats de remplacement, de collaboration et qui ont des soucis avec, souvent le souci est beaucoup au niveau de la zone de non-concurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette non-concurrence, pour qu'elle soit plus ou moins valide, il faut qu'elle ait plusieurs propriétés, notamment qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire qu'on peut vous dire,
euh, tu n'as pas le droit de t'installer à moins de 2 km du cabinet où tu fais la collaboration, mais uniquement pendant 6 mois ou 1 an. Là, par exemple, ça va passer. Mais par contre, si on dit tu n'as pas le droit de t'installer juste à 50 km et qu'il n'y a pas de limite de temps, là, il y a un problème. Ça ne va pas passer. Ça ne sera pas valide. Et ensuite, il faut que ça soit quand même proportionnel aux intérêts de chacun, à la fois au niveau du titulaire qu'au niveau du collaborateur. Ça veut dire que la règle d'or, c'est que le patient doit toujours pouvoir choisir son ostéopathe. Si on empêche le patient de voir le collaborateur, même si le collaborateur déménage, enfin change de cabinet mais reste dans la même ville, et s'il ne peut pas, parce que cette clause l'empêche, comme je dis tout à l'heure, par exemple, si on met 50 km, bah là, par exemple, c'est un problème. Donc, il faut que ça soit, on va dire, juste. Donc, 2 km, 5 km par rapport au cabinet où se situe la collaboration pendant un certain temps, ça peut durer, mais si il faut sortir de la ville pour pouvoir s'installer, ça ne passe plus. En fait, il faut quand même garder en tête qu'on ne peut pas vous interdire d'exercer. Il faut quand même que vous puissiez vivre de votre travail. Donc ça, il faut toujours le garder en tête au niveau de cette non-concurrence. Souvent, il y a des choses qui sont assez aberrantes, donc il faut garder les pieds sur terre. Donc là, on a une petite pause question, si vous en avez, sur la partie remplacement et collaboration. Alors, Anne-Fleur demande, pour quelques semaines de remplacement, pour ensuite passer rapidement à une collaboration, il est quand même conseillé d'être en micro-BNC au début. Est-ce facile de faire le changement de régime fiscal? Bon, en fait, Euh, le changement, moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai commencé en micro-BNC il y a assez longtemps et j'ai mis le temps à franchir le cap. J'ai quand même perdu pas mal d'argent au final. Et non, en fait, pas du tout. C'est juste une case à cocher. Au niveau de la structure, au niveau de ton truc fiscal, ça sera juste une case à cocher, demander à l'URSSAF et aux impôts, et c'est tout. Et après, ça se fait sur l'année suivante, bien sûr, pas sur l'année en cours. Et, euh, et après, si tu veux, pour tout ce qui est conseil, vu que ça va durer, on va dire qu'une fois que tu t'engages, c'est sur une année entière. Donc, si ton remplacement il y a quelques semaines pour ensuite aller sur une collaboration, moi, j'irai tout de suite en régime réel, même si tu vas forcément peut-être faire des déplacements, peut-être en voiture, des choses, tu auras peut-être toujours des charges, en fait, genre de train pour aller sur place à ton remplacement ou des choses comme ça, qui vont peut-être faire que d'avoir des charges tout de suite. En fait, à partir, on va dire une règle à la louche, c'est si tu dépasses entre 12 et 15% de charges par rapport à ton chiffre d'affaires, tu peux vraiment entrevoir le régime réel comme une chose bien. Si tu es en dessous, la micro-entreprise, ça se discute. Après, si jamais tu as plus de questions ou que tu veux qu'on en discute en plus détaillé, tu pourras toujours nous recontacter après, donc faut pas hésiter, hein. Elsa demande pour la non-concurrence, est-ce qu'il y a une limite dans l'espace? Effectivement, souvent ça va être des zones géographiques, mais il faut que ça soit assez restreint. En fait, il faut que ça soit proportionnel. Par exemple, dans une ville très dense comme Paris, où il y a un ostéopathe dans quasiment chaque rue, on ne pourra pas vous mettre une très grande distance, parce que ça n'a pas trop de sens. Par contre, peut-être dans un milieu plus rural, on pourra peut-être mettre allez, quelques kilomètres pour aller au village voisin. Et encore, si vous habitez dans le village où vous souhaitez exercer, même là, la clause, elle ne sera pas forcément très forte parce qu'on ne peut pas vous empêcher de travailler proche de chez vous. Donc, il y a effectivement des distances, mais après, c'est à l'appréciation au cas par cas. Et si c'est un remplacement, est-il obligatoire d'ouvrir un compte en banque pour recevoir ses revenus? Alors, il vous faudra forcément un compte professionnel pour exercer, mais en fait, ce compte, il n'est pas forcément obligé d'être professionnel au sens bancaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos comptes sont séparés, que vous avez un compte dédié à l'activité, ça peut être un compte perso, mais qui a que des données, enfin que des revenus pro dessus. Mais voilà, il faut que ça soit bien séparé pour qu'on puisse dire, OK, ça, c'est les revenus professionnels et ça, c'est votre compte personnel. Parce que si tout est sur le même, si jamais vous avez un contrôle, en fait, la personne ne pourra pas savoir ce que vous avez dépensé, pourquoi, quand, et les flux de monétaires entrants et sortants. Je pense qu'elle le saura, mais ça va être dur. C'est plus Ça va être compliqué, dur, en tout ça cas. va l'énerver. Mais déjà, rien que pour clarifier les choses, je veux dire, pour que les comptes soient propres, dans un sens, que quand toi tu vas les regarder, etc., pour faire toutes tes déclarations,
il faut que ce soit net, et c'est beaucoup plus simple si ton compte bancaire est séparé. De toute manière, tu es obligé, c'est obligatoire d'avoir un compte séparé, mais c'est logique, cette règle est logique, je veux dire. Ça s'entend très bien, parce que tu verras qu'une fois que ton compte, tu auras acheté des choses, etc., vaut mieux qu'il y ait que tes activités, que ce qui appartient à ton activité professionnelle pour que ce soit très clair. Pourquoi ça coûte pas cher, hein, Euh, maintenant, un compte en banque, c'est 4 € par mois, enfin, c'est presque rien. et Enfin, encore, si et tu encore, tu prends, peux faire un si compte tu sec. peux prendre des comptes en ligne, si tu peux prendre des comptes en ligne ou banque en ligne, en tant que compte perso pro, des fois, tu peux les avoir quasiment gratuitement. Si tu arrives à le faire passer. Le problème aujourd'hui, c'est que, depuis, je crois, cette année, il faut maintenant normalement mettre EI, donc entrepreneur individuel, dans le nom du compte. Mmh. Et en fait, avant, vu qu'on avait besoin de mettre juste le nom, prénom, on pouvait prendre un compte perso, par exemple sur une banque en ligne, et l'utiliser comme un compte pro. Maintenant qu'on est obligé d'avoir normalement le EI, soit au début, soit à la fin, le nom du compte, les banques savent que du coup, c'est pas un compte perso, mais un compte pro. Donc souvent, elles sont beaucoup plus récalcitrantes à donner un compte perso pour cet usage-là. Mais en fait, dans la loi, il y a rien qui les oblige. C'est vraiment les banques qui forcent à utiliser un compte pro. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est bien quand tu commences ton activité et que tu as des besoins simples. Si par contre, plus tard, tu as besoin de crédit ou que tu vas avoir un TPE qui est lié à ton compte bancaire, là, de toute façon, tu seras obligé de passer par un compte, professionnel. Donc il sera un peu plus cher, mais tu auras les services qui, normalement, vont avec. Alors, une question sur la collaboration et l'appartenance des patients. C'est une très bonne question, d'ailleurs, et cette question, je pense qu'elle est répondue dans le contrat. C'est-à-dire que là, il y a une clause dans le contrat qui va dire les patients, les patients qui appartiennent aussi aux collaborateurs sont uniquement les nouveaux patients, ou tout patient qui vient voir le collaborateur appartient aussi au collaborateur. En fait, il faut juste qu'il y ait une notion d'indépendance avec la création de patientèle, finalement. Euh, Comment la patiente, enfin, quel type de patients viennent dans la patientèle, c'est dit dans le contrat avec le titulaire. Ou une autre façon de le dire, ça serait, si demain le contrat venait à s'arrêter, comment est-ce que vous savez à qui appartient quel dossier patient? Normalement, il faut pouvoir dire: «Bah, voilà, demain si la collaboration s'arrête, ça c'est mes patients et ça c'est tes patients». Donc après, il y a des contrats, ils vont dire: «Bah, tous les mois, on prend du temps pour dire: "Bah, voilà, ce patient il est à toi, ce patient il est à moi"». C'est beaucoup de c'est un peu d'administratif, mais voilà, il peut y avoir des règles plus simples. Ça peut être, les patients du mardi, c'est pour toi, les patients du reste de la semaine, c'est pour moi. Ça peut être, les patients que toi, tu vois pour la première fois, donc c'est toi qui crée le dossier, ils sont à toi, ou alors, et les autres, ils appartiennent au titulaire. Il faut qu'il y ait en tout cas une règle qui permet de définir comment, sont répartis les patients. En tout cas, la propriété de la patientèle. Nous, par exemple, là, actuellement, on est en train actuellement, on a un logiciel patient et on est en train d'ajouter les multi-cabinets, donc la possibilité d'ajouter des équipiers, enfin des remplaçants, des collaborateurs dans son cabinet. Et pour l'instant, cette réponse, cette problématique, on l'a répondu par tous les nouveaux patients du collaborateur sont à la propriété du collaborateur. Le titulaire peut toujours faire des modifications dedans, mais ce ne sont pas ses patients, puisque les patients sont venus en première intention chez le collaborateur. Ça, c'est notre réponse actuelle pour cette question, mais comme j'ai dit, c'est vraiment libre au contrat et au titulaire et à toi, en tant que collaborateur, à gérer, Ça à va être dans la décider. négociation, du contrat. Vous pouvez demander un versement d'indemnité. Alors, c'est ce que tu croyais, Clément, il me semble, et Alors, qui il y a finalement plusieurs choses. Alors, pour les histoires des indemnités, quand on arrête un contrat de collaboration, en fait, c'est pas vraiment une indemnité, c'est un rachat de patientèle. Enfin, c'est un rachat, même si on va voir après qu'un rachat de patientèle, ça se fait pas vraiment. En gros, l'idée, c'est de dire, bah, quand le collaborateur s'en va, le titulaire peut payer, un montant au collaborateur pour, en gros, ne pas reprendre cette patientèle-là. Donc en gros, c'est comme un rachat de patientèle au moment du départ. Par exemple, chez les salariés, alors ça n'a rien à voir, mais chez les salariés, s'il y a une clause de non-concurrence, on doit vous payer un revenu, tous les mois pour ne pas exercer telle chose dans telle zone. Pour l'instant, ça ne s'applique pas aux libéraux, mais on va dire que ça, c'est la version un peu légère, c'est-à-dire qu'en gros, on rachète votre patientèle au moment où vous partez. Parce qu'au final, le titulaire n'aurait pas pu avoir cette patientèle si le collaborateur n'était pas là. Voilà, ça se Voilà, justifie quand même, hein. c'est ça. C'est pas. Et le Alors, contrat d'assistant collaborateur, je ne sais pas s'il y a une différence entre collaborateur et assistant collaborateur. Parce que l'assistant, on sait que, aujourd'hui, ça se fait plus. C'est-à-dire que si vous cherchez des modèles de contrat, heu,
sur tout ce qui est assistant, que ça soit chez les médecins, les kinés, les infirmières et cetera, soit ça n'existe plus, soit c'est des conditions bien spécifiques. La plupart de ces contrats-là, aujourd'hui, on appelle ça juste collaborateur. Alors peut-être qu'il y a les 2 noms, mais je pense pas qu'il y ait une différence, à ce niveau-là. Est-ce qu'il est possible en collaboration que l'ostéopathe titulaire encaisse puis reverse la rétrocession à l'ostéo-collaborateur? En fait, ça va pas vraiment être possible. Alors on l'a vu, parce que des fois, il y a des gens qui nous contactent et qui ont des situations un peu complexes. Hem, En fait, théoriquement, vu que c'est le collaborateur qui a son cabinet et c'est lui qui émet les factures, c'est normalement aussi à lui de faire les paiements, enfin de collecter l'argent, les encaissements, parce qu'il faut qu'il y ait une correspondance entre les factures et ce qui se passe sur le compte en banque. Là, c'est un peu la même problématique, c'est-à-dire que si c'est le titulaire qui encaisse et ensuite qui reverse, il y a une confusion déjà sur l'ordre des flux. C'est-à-dire que théoriquement, le titulaire pourrait dire: «Ah ben, en fait, c'est des charges parce que je suis obligé de verser un montant à mon collaborateur». Donc en fait, là, c'est lui qui va avoir un avantage parce qu'il va pouvoir déclarer des charges, alors qu'en fait, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui reçoit des revenus parce qu'il a un collaborateur supplémentaire. Donc là, c'est important d'avoir les flux qui sont dans le bon sens parce que sinon, il y en a un qui se fait un peu avoir. Très bien, eh bien, il n'y a plus de questions. Si vous en avez Oui, d'autres, et de du toute coup, façon, ça on doit y être répondra à la fin. effectivement, en fait, comme je le disais au début, dans le contrat, il faut que tout doit être écrit sur toutes vos questions que vous avez. Donc, à qui appartiennent les patients, la patientèle, ça fait partie des questions où il doit y avoir une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, eh ben, c'est flou, on ne sait pas. Et du coup, là, je pense que Clément, tu l'as dit au début, il me semble que enfin, tu l'as peut-être pas dit, mais je crois que c'est par défaut, on va plus protéger le collaborateur que le titulaire ou un truc comme Oui, ça. Non, j'ai oublié. oui. Oui, c'est ça. Souvent quand il y a des conflits, on va protéger plus la personne qui est, en situation, on va dire, moins forte. Donc par exemple, dans un contrat de location, ça va être le locataire plus que le bailleur. Dans une collaboration, ça va être plutôt le collaborateur plutôt que le titulaire. Bref, la personne qui normalement est moins en position de force. Par exemple, si vous travaillez pour quelqu'un et qu'il y a pas de contrat, et que donc vous avez un patron, on va par défaut considérer que c'est un CDI, avec tous les avantages qui vont avec. Parce qu'en fait, on va dire: «Bah, il y a pas eu de contrat, donc on va prendre le contrat le plus protecteur possible et on va l'appliquer». Je propose de continuer. On va parler du rachat de patientèle, mais qui est plus vraiment un rachat de patientèle, on va plutôt parler de rachat d'activité. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut trouver pourquoi on parle rachat d'activité? Parce que c'est souvent un pack qui est vendu, pas seulement la patientèle. Et plus le pack est complet et finalement, plus vous allez pouvoir faire une transition, je pense, intéressante. Vous pouvez retrouver dans ce pack, le local, le site web, s'il en dispose d'un, le matériel, genre par exemple la table, les meubles, ce genre de choses, le numéro de téléphone, si c'est un cabinet très populaire, la réputation que le cabinet a, finalement, toujours pareil, s'il est très populaire, et potentiellement une collaboration ou on appelle ça autrement un droit de présentation. Donc ça, c'est tout ce que vous pourrez, on va dire, acheter avec le rachat d'activité. Et au final, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est-à-dire, bon, je te laisse continuer quand même parce que c'est la prochaine slide qui est intéressante, finalement. Je me suis un peu Oui, emmêlé. Donc, l'intérêt, c'est pourquoi acheter, on va dire, une patientèle. Et le but, finalement, c'est de ne pas partir de zéro. Parce qu'il y a certaines personnes, finalement, qui vont avoir vraiment du mal avec un début à zéro, avec très peu de patients au début. Tout reconstruire à zéro, c'est quand même beaucoup de travail. Et finalement, ça permet aussi d'arriver à un chiffre d'affaires plus important, potentiellement, et plus rapidement. mais évidemment, il y a pourquoi ne pas acheter. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même un coût conséquent, en début d'activité et le principal risque, d'un rachat d'activité, c'est que la patientèle ne suive pas. Donc à ce sujet, on donne pas mal de choses ici pour essayer de garantir l'investissement que vous allez faire si vous souhaitez faire cette enfin, passer par un rachat d'activité. Par exemple, il y a pas mal de choses qui peuvent faire que, les patients ne suivent pas entre un cabinet, de la personne qui vous a vendu et vous qui rachetez. Par exemple, s'il y a un changement homme-femme, les patients, ils vont pas forcément avoir les mêmes préférences, donc peut-être que s'il y a un changement,
il faut potentiellement s'attendre à ce qu'il y ait moins de patients qui reviennent. Il va évidemment y avoir le type de pratique. Si vous faites plutôt du structurel, plutôt du facial ou plutôt d'autres choses, suivant comment vous pratiquez, eh bien pareil, ça va parler à certains patients ou pas à d'autres. Donc, essayez de voir à l'avance si vous avez un peu le même type de pratique si vous rachetez une activité. Ensuite, il y a le relationnel, donc ça, c'est vraiment au sens très large. Comment est-ce que vous gérez vos patients et l'interaction que vous avez avec eux et elles? Pareil, si ça matche pas, là, c'est de l'humain pur, mais si ça matche pas, pareil, potentiellement, vous aurez une perte de patientèle. Et enfin, le réseau professionnel local. Ça, c'est au niveau des autres professionnels qu'il y a dans la zone. Donc ils vont souvent être habitués à travailler avec l'ostéopathe qui s'en va. Donc à voir aussi si vous arrivez bien à vous insérer dans le nouveau tissu professionnel ou pas, quand vous rachetez l'activité. Donc nous, ce Oui, qu'on conseille, c'est oui. qu'il y a un minimum une présentation, sur la durée, de 3 à 6 mois. Par exemple, on a eu des collègues qui ont, racheté des cabinets, et du jour au lendemain, par exemple, c'était, une personne, jusqu'à telle date et puis le lundi, c'était un autre ostéo. Déjà les patients, ils sont confus, ils se disent: «Tiens, est-ce que j'ai pris rendez-vous avec la mauvaise personne?» Heu et ensuite, souvent, il va y avoir beaucoup plus de perte de patientèle à ce moment-là, parce qu'en fait, les patients ne vont pas vous connaître, donc ils vont se dire: «Oui, beh, finalement, est-ce que je ne reprendrai pas rendez-vous avec n'importe qui d'autre?» Donc voilà, il y a un risque de perte de patientèle assez important. Donc on conseille d'avoir une présentation sur la durée. Donc en fait, commencer par une collaboration qui dure au moins 3 mois, et qui ensuite se poursuit par, un achat d'activité. Et l'avantage aussi, c'est que ça vous permettra à vous de voir, déjà est-ce que justement la type de pratique correspond? Est-ce que le réseau pro, est-ce que vous commencez à vous insérer dans le tissu professionnel local? Est-ce que le relationnel avec les patients continue d'être bon? Bref, tout ça vous permet, vous aussi en tant que futur acheteur, d'être assuré sur le fait que ça va continuer à bien fonctionner. Oui et du coup, ça, c'est vraiment le but de tout ça, ici, de tout ce que Clément a dit, c'est vraiment de mettre toutes ses chances de son côté. Et donc si vous pouvez avoir une collaboration avant, ça va vous permettre de voir déjà comment il pratique, ça va peut-être vous permettre il va peut-être vous apprendre, sa façon de prendre en charge aussi, pour avoir une transition très douce, très linéaire et finalement, si vous avez, une collaboration, où, le titulaire travaille 75 du temps, puis vous 25, puis ensuite ça passe du 50-50, puis ensuite ça s'inverse tout doucement, les patients qui reviennent un petit peu tous les 3 mois ou ou en tout cas la famille finalement, toute la patientèle va vivre la transition de manière beaucoup plus naturelle. Et c'est pareil au niveau du réseau professionnel, là j'insiste un peu plus parce que le réseau professionnel, donc tous les autres thérapeutes qui gravitent autour du cabinet, c'est quand même un bouche à oreille conséquent. Et bah, si le titulaire, enfin celui qui vend la patientèle, ne vous présente pas à ce réseau d'une certaine façon, avec un simple courrier ou autre, bah, en fait, ce bouche à oreille va se perdre. Et donc, tout est une notion d'introduction du mieux possible au nouvel environnement. Après, évidemment, ça va dépendre aussi des situations de vente. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de vendre rapidement et ils pourront pas. Et là, ça sera aussi à apprécier en fonction de à quel point le cabinet fonctionne bien. Mais s'ils sont obligés de vendre rapidement, là, potentiellement, vous avez aussi plus de marge de manœuvre en termes de négociation. Donc là aussi, c'est à négocier, en fonction du tarif. Et un dernier point aussi, sur la partie, s'assurer qu'on n'achète pas quelque chose, qui va pas nous servir, c'est de bien se renseigner sur la raison de la vente. Des fois, c'est des gens qui vont déménager pour des raisons personnelles. Des fois, ça peut être d'autres raisons, et par exemple, sur cet aspect-là, je vous encourage à regarder le plan local d'urbanisme, donc aller en mairie et voir s'il y a des changements prévus dans la zone. Parce que si un praticien dit: «Bah, en fait, je vends parce que je déménage», mais qu'en fait, il sait que dans 2 mois, il y a des gros travaux qui vont commencer pour faire, je sais pas, une nouvelle ligne de tram et que ça va durer 2 ans, évidemment, ça aura un effet sur le cabinet et sur son activité. Donc voilà, il faut bien se renseigner, en avance, en tout cas autant qu'on peut, heu, pour ce genre d'investissement. Parlons prix. Oui, quel est le prix moyen? Hem, Ben, c'est quand même le principe de l'offre et de la demande. Ça veut dire que peu importe ce qu'on vous dit ici, s'il y a beaucoup de demandes, le prix va être fort. Ouais. Mais globalement, ça se compte comme indiqué sur la slide ici. Si on prend un chiffre d'affaires sur 3 ans, vous avez, il y a 2 ans, il y a 3 ans, vous avez 45 000 € à l'année. L'année dernière, enfin il y a 2 ans, vous avez eu 50 000. L'année dernière, vous avez eu 55 000. C'est une moyenne de 50 000 euros. Eh bien, on va prendre entre 30 et 50 ce qui équivaut à 15 000 à 25 000 euros.
Alors évidemment, ici, il faut rajouter, le coût du crédit, si vous prenez un crédit. Donc ça peut, là, les taux augmentent de façon, vraiment très importante. Donc là, on va déjà compter 8 000, 10 000 € du coût de crédit en fonction de la durée à laquelle vous prenez. Et en plus, il faut rajouter à ça une trésorerie de départ, parce que même si vous achetez un cabinet avec un chiffre d'affaires déjà parti, donc il y a une sorte d'inertie déjà dans ce cabinet, en espérant que cette inertie continue, il faut quand même se dire que parfois, il y a des mois où ça peut baisser ou diminuer en tout cas, et il faut pouvoir amortir ça. Donc même en prenant ça en compte, ça fait quand même un sacré investissement, parce que là, on parle de 25 000, plus 8 000, plus encore 8 000 pour au moins avoir 1 ou 2 mois de marge, au cas où ça se passe mal. Donc l'investissement est quand même assez costaud. Donc la vraie question ici qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est rentable tout ça? Et il n'y a pas en fait, il y a pas vraiment de réponse à ça. En tout cas, il y a pas de recette miracle. La chose qu'il faut voir, c'est essayer de mettre le maximum de chances de votre côté, donc avec tous les critères qu'on a vus avant. Et ensuite, il faut faire des simulations. C'est la chose qu'on peut vous conseiller. C'est extrêmement dur d'estimer ça. Par exemple, vous pourriez racheter un cabinet juste avant le Covid, ce qui est arrivé sûrement à certaines personnes. Voilà, il faut pas prévoir le pire, mais voilà, il faut faire des simulations en se disant, peut-être, à minima pour un projet, faire, on va dire un scénario du pire et le scénario du meilleur. Comme ça, au moins, vous avez une marge ou en tout cas un éventail de possibilités. Vous pouvez vous dire: «OK, même dans le pire des cas, c'est pas trop terrible». Voilà, faut pas que ça vous mette dans des situations compliquées ou problématiques. Donc voilà, par exemple, il faut estimer, est-ce que la vitesse de croissance du cabinet va pouvoir amortir le coût du crédit? Est-ce que, par exemple, le prix qu'on va payer à l'origine et qu'on va pouvoir amortir, donc dans le libéral, je crois que c'est, 10 par an. En gros, si vous achetez pour 10 000, vous pouvez déclarer, 1 000 par an pendant 10 ans de charges, et donc vous pouvez amortir une partie de ces frais-là. Mais évidemment, plus le montant devient conséquent, plus il faut voir si ça peut se lisser sur la durée. Après, vous pouvez comparer également ça avec combien de temps est-ce que je mets si je pars d'un cabinet de zéro, pour avoir le même fonctionnement, le même chiffre d'affaires. Et ensuite, évidemment, la dernière question, la plus importante, c'est est-ce que la patiente, elle va rester? D'où tous les conseils sur, essayer de faire une collaboration avant, pour garantir un peu tout ça. Et finalement, c'est un petit peu faire un budget prévisionnel. Ça veut dire qu'il va falloir, faire des sortes de projections sur, est-ce que, si je crée un cabinet de zéro avec l'investissement qui est nécessaire, donc là encore, c'est pareil, il y a un investissement, dans un cabinet, il faut avoir un certain capital pour en commencer à en créer un. Heu, Est-ce que, en investissant, 16 000 € pour faire un nouveau cabinet, c'est mieux? Ou est-ce que j'aurai une croissance tout aussi bonne que si, j'achète une patientèle à 50 000, 60 000 €? Voilà, tout ça, c'est des budgets prévisionnels qu'il va falloir faire. Alors, en parlant de budget prévisionnel, ce vendredi, là, on fait un webinaire également là-dessus et sur l'étude de démographie. Donc si ça vous intéresse, ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour vendredi. Ouais, on parlera de l'étude de marché, justement, un peu de certaines de ces notions-là. En tout cas, ça joue dans le fait de se dire: «OK, là, je peux avoir un cabinet, aujourd'hui, il y a tant et tant d'ostéos dans cette ville, combien il y en aura l'année prochaine? Combien il y en aura dans 5 ans?» Malheureusement, aujourd'hui, c'est un truc qu'il faut également prendre en compte, et donc voilà, on en reparlera vendredi. Et je crois qu'on est en pause questions, exactement. Alors, on a une question: «Est-ce qu'on peut inclure la page Google dans la vente? Ce qui a son importance, surtout si le référencement Google du CAB est bon?» Eh bien, tout à fait. En fait, n'importe quelle partie du cabinet peut être vendue. Ce qui ne peut pas être vendu tel quel, c'est les données patients. J'avais fait une conférence il y a 2 semaines à l'académie sur le RGPD et les données patients. Mais en gros, les données patients, elles appartiennent au local, enfin à l'établissement qui les a reçues, au thérapeute et au patient. Et en fait, le seul moyen pour qu'un thérapeute puisse vous transmettre sa patientèle, c'est, s'il a demandé à chacun des patients s'il est d'accord pour que le dossier soit transmis à quelqu'un si jamais il y avait un repreneur. Et en fait, par défaut, il ne peut pas vous vendre de dossier. Il peut seulement vous revendre une patientèle, enfin une présentation en patientèle ou l'activité en tant que telle. Par contre, tout ce qui est dans l'activité, que ce soit une page Google, un site web qui est très bien référencé localement, du matériel, bref, tout ça est vendable. Après, ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez une page Google My Business qui a beaucoup, d'avis positifs, heu et que vous avez mis du temps à la construire, moi, je vous conseillerais peut-être plus de demander à Google Maps de déplacer votre activité. Par exemple, si vous passez, je sais pas, de Paris à Orléans,
ce sera beaucoup plus, intéressant pour vous de prendre la page Google My Business, de demander un transfert d'activité, donc de garder tous vos avis positifs, de garder tous vos référencements, pour que quand vous commencez dans le nouveau cabinet, vous partiez pas de rien. En fait, je pense que vous Ouais. avez plus à perdre à le revendre qu'à le réutiliser. Par contre, évidemment, si vous rouvrez pas un cabinet tout de suite derrière, là, vous pouvez le vendre, il y a pas de problématique. Tu es en train de dire quand même qu'une page Google My Business, c'est d'une très, très grande valeur, du coup. Bah, au niveau du référencement, c'est quand même assez élevé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez plein de bons avis sur une page Google My Business, ça va souvent remonter pas mal dans les résultats Google et évidemment, beaucoup de gens cherchent un ostéo via Google, heu et le fait d'avoir une page, bien référencée, ça vous place très haut dans les résultats, donc ça a pas mal de valeur. En fait, c'est, en termes de référencement naturel, pour être dans les premiers résultats, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut soit faire énormément de travail sur du contenu, d'un blog, qu'on entretient pour être bien indexé. Heu, Bref, c'est du boulot pour être dans les premiers résultats. Sur Google Maps, c'est un peu la même chose, sauf que le fait qu'il y ait beaucoup de bons avis, ça vous fait globalement bien remonter dans les résultats. Donc, comparé au reste, c'est quand même quelque chose qui a pas mal de bonne valeur. Et aussi tout à l'heure, Clément, tu parlais du RGPD. Et juste petite anecdote, enfin, pour vous montrer à quel point c'est problématique, on a un ami justement qui a fait un rachat de petite patientèle. Je crois qu'il l'a acheté pour 2 000 € parce que c'était, je crois, il y avait 15 patients semaine, donc c'était pas grand-chose. Et il voulait absolument ce local. Donc il a acheté cette patientèle-là. Et malheureusement, il n'a pas pu avoir de droit de présentation. La seule chose qu'il a pu avoir, c'est des SMS qui ont été envoyés aux patients pour prévenir. Et il faut savoir que ces SMS-là, techniquement, la patiente n'avait, enfin, non, mon ami n'avait pas le droit de les utiliser. C'est-à-dire que le patient n'a pas donné son accord pour recevoir des SMS d'informations de ce genre. Et si un des patients déclare cet incident, enfin, déclare cet incident, on va dire, Ouais, c'est une d'abus, enfin, plainte, après, quoi. Clément, je te laisse parler. En fait, en Pardon? gros, c'est si quelqu'un, considère que le SMS de la titulaire qui a dit: «Voilà, je vais être remplacée par telle personne», donc elle a envoyé un SMS de masse à tous les patients qu'elle avait. Si un de ces patients-là dit: «Bah, en fait, non, ça, je vais considérer que c'est du démarchage, et que j'ai pas donné mon consentement pour cette utilisation-là de mon numéro de téléphone», en fait, il peut se retourner contre l'ostéo, titulaire, enfin celui qui part, autant comme, celui qui arrive en disant: «Bah, vous êtes pas censé faire ça avec mon numéro». Et donc là, c'est la CNIL qui s'en mêle et les amendes au niveau du RGPD sont assez élevées. C'est 4 du chiffre d'affaires annuel ou 10 millions d'euros, le plus gros des 2. Après évidemment, c'est adapté, au cas d'usage, mais chez les libéraux, quand il y a effectivement des problématiques de ce côté-là, il y a déjà eu des amendes de 3 000 et 6 000 €, pour des problématiques de ce genre-là. Donc, vaut mieux pas trop s'amuser avec. Ouais, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais il faut savoir que ça existe, hein. Ouais. Bah, il suffit C'est, de tomber sur un patient sur les 3 000, qui a pas envie et qui est très en colère et ça peut vite tourner au vinaigre. Et Julien qui dit: «Attention, la cession de patientèle ne comprend pas forcément la reprise du bail locatif du local». Effectivement, oui. il faut que ça soit et encore une fois, il faut que vraiment tout ce que vous pensez qu'il y a dans une vente, il faut qu'elle soit ça explicitement, marqué sur le document. Mais si c'est pas écrit, ça veut dire que c'est pas vendu. Non, ça c'est Oui et sinon pour le patient qui doit donner son accord écrit, au cabinet, effectivement. En fait, le patient quand il vient vous voir pour une consultation d'ostéo, il vient pas vous voir pour autre chose. Donc en fait, les seules utilisations que vous pouvez faire de ces dossiers, c'est l'obligation légale, c'est-à-dire de noter ce qui s'est passé, pourquoi vous l'avez fait et c'est tout. Si vous souhaitez partager les données avec un autre praticien, normalement, il faut qu'il donne son accord. Pas le praticien, le patient. Que ça soit partagé à un autre praticien. Et pareil, si vous souhaitez faire d'autres choses avec ces données-là, que ce soit de la recherche ou n'importe quoi d'autre, il faut un consentement, du patient. Et en fait, vu que c'est vous qui récoltez les données, c'est à vous d'avoir la preuve que vous avez bien reçu le consentement. Donc il faut une preuve, que ce soit par écrit, par mail, en tout cas, il faut une trace, que le patient a donné son consentement libre et éclairé sur cet aspect-là. Il faut pouvoir le justifier en disant: «Bah, voilà, tel jour à telle heure, le patient untel m'a donné son consentement pour utiliser son numéro pour de la communication», par exemple. ouais, ça semble assez contraignant quand c'est dit comme ça, mais en vrai, ça a vraiment son utilité parce que peut-être que vous avez remarqué, mais là, les données, elles sont partout. On les utilise, n'importe comment. Et personnellement, j'ai pas envie, que mes données, personnelles, mon adresse, mon numéro de téléphone, ou autre soient, partageables super facilement par n'importe qui, ou qu'elles soient libres dans la nature. Donc c'est vraiment des règles qui ont l'air très contraignantes, mais on va dire, elles ont toujours trouvé une source. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un problème et ce problème était suffisamment lourd ou grave
pour que cette règle soit instaurée. Voilà, c'est pour clarifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les rachats d'activités? Pour les sessions de patientèle, il est possible de faire des promesses d'achat? C'est-à-dire, on commence par une collaboration et ensuite finir la collaboration en reprenant l'activité. Il faut pouvoir se désengager, Bien sûr, c'est comme une si la période d'essai au collaboration se final. passe mal, de pouvoir dire: «Bah, finalement, on arrête là, quoi». Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment comme une période d'essai et franchement, c'est bien parce que, voilà, c'est si globalement, on va le voir plus tard, hein, mais si vous pouvez avoir une période d'essai, il faut toujours la prendre. Ça permet d'être prioritaire sur la transaction, effectivement. Mais après, ce qui serait bizarre, c'est que vous soyez en collaboration et que quelqu'un d'autre achète l'activité, heu et que du coup, vous soyez obligé de partir. Enfin, même pour la personne qui rachète, je trouverais ça un peu bizarre. Donc effectivement, c'est mieux de pas se faire, bloquer, et alors si on s'était engagé à reprendre un cabinet et de finalement de pas l'avoir, mais ce serait même bizarre pour la personne qui reprend parce que du coup, elle n'aurait pas la collaboration avant, donc elle n'aurait pas la présentation en patientèle. Donc pas sûr que cette reprise-là se passe bien. Généralement, c'est quand même mieux quand tout le monde est d'accord, mais ça va mieux en le disant et en l'écrivant et en le signant. Et bien, on va parler des contrats de location. Ouais. Bah, globalement, le contrat de location, c'est plutôt simple. C'est, qu'est-ce que je veux faire avec mon local? Donc je pense que tout le monde a été au moins locataire une fois dans sa vie. Donc, pour habiter, c'est facile, c'est un bail d'habitation et si vous voulez, travailler en tant qu'ostéopathe, par contre, le contrat le plus simple et le plus évident, c'est le bail professionnel. Il existe un bail commercial, mais il est beaucoup plus contraignant, au niveau, notamment de la rupture de contrat, de la résiliation du contrat. La durée minimale du bail commercial est plus longue, mais c'est quand même le bail commercial qui nous est, prévu. Heu, Bail le professionnel. bail professionnel qui est prévu. Le Ah, bail faut commercial est vraiment spécifiquement prévu pour les artisans et les commerçants, d'où son nom. Alors que le bail professionnel, c'est spécifiquement plutôt pour toutes les professions libérales. Il faut savoir qu'il y a une durée minimale, c'est 6 mois, qu'il a également un renouvellement, un tacite renouvellement et que vous pouvez facilement le résilier. C'est-à-dire qu'il vous suffit juste d'avoir un préavis de mois. Voilà. Alors que le bail commercial, c'est pas du tout ça. Le bail commercial, pour le résilier, il faut attendre tous les 3 ans ou à son terme. Donc c'est beaucoup plus contraignant. voilà, donc Et pour souvent, tous ceux c'est pas intéressant. Ouais, c'est pas intéressant. Et pour tous ceux qui veulent, faire les 2, habiter et enfin avoir un local où ils peuvent habiter et cabine d'ostéopathie, en même temps, bah là c'est un bail mixte qu'il vous faut et du coup, je pense que dans les clauses, c'est écrit la répartition, en termes d'espace pour que vous puissiez bien correctement déduire des charges, à ce niveau-là. Donc il y a quelques mentions obligatoires qu'il doit y avoir dans ces contrats, quel que soit le type. Donc c'est évidemment le montant du loyer. Il faut savoir combien vous allez payer, à quelle fréquence et par quel moyen de paiement. Ça c'est un peu les bases. Mais donc voilà, le truc le plus important à faire attention, c'est certaines clauses dans le bail professionnel, suivant ce que vous souhaitez faire du local. Donc là, la question, c'est par exemple, si vous souhaitez sous-louer, il faut que le bail vous l'y autorise. Si c'est évidemment pas prévu, il faudra soit renégocier le contrat, avec Avec le la banque. bailleur, mais c'est souvent pas mal compliqué et le bailleur, souvent, une fois que c'est fait, il a pas forcément envie de s'embêter à rechanger le contrat. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Il faut regarder sur les charges, donc que ce soit la répartition des charges ou la taxe foncière. Conrad, tu vas peut-être en parler? Ouais, donc moi sur mon premier cabinet, je me suis fait avoir. J'ai signé, j'ai lu les clauses. Bon, j'ai pas trop fait attention à cette ligne-là en particulier et quand, la propriétaire est venue avec un petit papier, pour me dire qu'il fallait que je paye, X euros. Alors je me souviens plus combien c'était, mais ça c'est plus de 100 € quand même, hein. Ça commençait à monter. Je me suis dit: «Non, mais c'est pas à moi de payer ça, c'est foncier, c'est écrit taxe foncière, moi je suis pas dans le foncier, moi je suis locataire, pourquoi je paierais ça?» Et ben, en fait, quand j'ai relu le contrat, c'était écrit que la taxe foncière m'incombait. Donc voilà, je me suis fait un peu avoir là-dessus et franchement, j'étais pas content, hein. Ça m'a un peu agacé et maintenant je fais vachement gaffe sur cette ligne. C'est toujours bien parce que dès qu'on se fait avoir après, on n'y reprend plus. On y Mais pense. voilà, la répartition des charges, faut lire encore une fois, ça doit être écrit dans le contrat qui paye quoi et il faut savoir que la taxe foncière, peut revenir au locataire. Enfin, en tout cas, en 2013, ça pouvait revenir au locataire. Maintenant, je pense que globalement, ça se fait pas trop. Là, sur le local actuellement, les 2 que j'ai suivis,
il n'y avait pas du tout ça. Enfin, c'était le propriétaire qui paie la taxe foncière. Mais voilà, il y a des propriétaires un peu filous qui veulent se débarrasser de toutes les charges et vous les filer, quoi. Et enfin, le dernier, c'est la partie renouvellement de contrat. Là, pareil, il faut bien penser à regarder cette clause-là. Par exemple, si le contrat n'est pas enfin, c'est pas spécifié, pour éviter de vous retrouver avec le propriétaire qui dit: «Bah, en fait, là, dans 6 mois, ça s'arrête et il faut trouver, autre chose». Donc c'est toujours bien de vérifier que le renouvellement de contrat est prévu, heu, ne serait-ce que de façon automatique, mais voilà, il faut qu'il soit prévu pour que vous soyez tranquille, sur cet aspect-là. Quelques petits conseils, parce que maintenant on a vu pas mal de types de contrats différents. Évidemment, toujours, si possible, avoir une période d'essai, quel que soit le type de contrat, ça vous permet de voir si ça vous convient. Ça permet de voir au titulaire si ça vous convient. Enfin bref, dans tous les cas, c'est quelque chose à prendre quand on peut, pour éviter de se retrouver dans une situation qu'on n'aime pas et qu'on ne peut pas vraiment quitter. Il faut bien relire donc les clauses, comme on l'a dit, que ça soit pour, les bails locatifs avec la taxe foncière ou les charges, que ça soit sur les contrats de collaboration avec, à qui appartient la patientèle, est-ce qu'il y a bien, suffisamment d'indépendance, que les clauses de non-concurrence ne soient pas trop, abusives et il faut évidemment faire aussi attention aux clauses manquantes. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas marqué, c'est que donc ce n'est pas spécifié ce qui va se passer. Donc voilà, toujours prendre en compte, aussi ce qui n'est peut-être pas marqué et penser que, voilà, si ça n'est pas marqué, peut-être qu'il faudra le rajouter. Ensuite, ne jamais commencer sans contrat signé. Alors en soi, souvent, c'est peut-être plus protecteur de celui qui, exerce par exemple dans le cabinet titulaire, où ça peut être considéré comme un requalifié en contrat de travail, salarié. Mais il y a pas mal d'autres cas où on pourrait dire, en fait, c'était pas précisé sur le contrat quand on a commencé, mais on l'a signé 5 jours après et en fait, dans ce contrat-là, les clauses que vous aviez définies à l'oral sont plus du tout les mêmes et donc là, en fait, vous retrouvez dans une mauvaise situation parce que vous avez un contrat quand même, mais qui ne correspond pas à ce que vous aviez négocié. Donc bref, ça fait des sales situations et c'est généralement là que les conflits commencent et qu'après, les juges interviennent si vraiment il faut, mais voilà, il faut éviter ça, autant que possible et surtout le fait d'avoir le contrat signé en avance, vous aurez le temps de réfléchir, vous aurez le temps de poser des questions, de demander conseil, que ce soit à des proches qui s'y connaissent, que ce soit à nous, que ce soit à des juristes. Bref, le fait d'avoir le temps aussi, d'avoir le contrat, fait en avance, et signé en avance, des fois, ça vous permet d'avoir, ce temps-là pour la réflexion. Hem, une fois que vous aurez signé un contrat, souvent vous avez une proposition enfin, votre proposition de négociation, elle est un peu plus forte. C'est-à-dire que souvent, une fois que quelque chose est en cours, c'est embêtant pour tout le monde de tout rechanger, de dire: «Bah, finalement, on arrête le contrat là, on recommence». Mais voilà, c'est pas non plus, un gage où on fait après ce qu'on veut. Mais voilà, ça vous donne, potentiellement des négociations un peu plus intéressantes. Si des fois vous voulez renégocier un petit peu des taux, de rétrocession, ce genre de choses. Oui, genre la collaboration se passe super bien. Voilà, Le titulaire va pas vouloir vous laisser partir, juste pour, 3-4 enfin, je pense pas. Et si c'est super cool, super bien, que tous les 2 vous entendez bien, voilà, c'est là où on peut, par exemple, renégocier, voilà. heu Et le dernier point, c'est, vraiment prendre le temps, de réfléchir. Souvent, si vous êtes dans une situation où vous avez le stress, où vous êtes pressé de donner une décision, souvent on va pas bien réfléchir. C'est-à-dire qu'on va prendre des raccourcis, mentaux, parce qu'on est sous le stress, sous la pression et souvent on va pas faire forcément les bons choix. Donc vraiment si on vous dit, «Il faut que ça soit signé d'ici demain» ou alors, «Vous avez ça si, telle condition», voilà, prenez plutôt du recul et prenez le temps, des fois enfin vraiment ça fait la différence. ouais, et pour ça, petite anecdote, et c'est parce que ce qu'on vous dit là, ça marche pratiquement pour tout n'importe quel type de contrat. Au tout début, quand j'ai commencé, il y avait une entreprise de tech qui voulait me faire un site web, pour, je sais pas, 500 €, 300 € par mois ou j'ai oublié le terme exact, mais et ils étaient arrivés, ils m'avaient demandé s'ils pouvaient passer au cabinet pour discuter. J'ai dit: «Oui», j'étais un peu naïf. Ils sont arrivés à 3 dans le cabinet, à me mettre une sacrée pression et surtout à me dire, «Oui, bah, il faut signer maintenant si vous voulez l'offre comme ça, sinon, ça ne passera pas, vous ne pouvez pas passer à côté» et en fait, quand on vous met une telle pression, bah, en fait, on est dans un autre état et heureusement, par exemple, que là, j'ai pu temporiser et appeler Clémence, à ce moment-là et où il m'a vraiment dit: «Ouh, c'est pas terrible ton truc», voilà. Ça m'a vraiment permis de redescendre et de les virer tranquillement. Mais en soi, franchement, si j'aurais pas pu, passer ce coup de fil, ça se trouve, j'aurais signé ce contrat et il m'aurait bien pris des milliers d'euros.
On a eu pas mal de témoignages comme ça, de gens qui ont eu des sites qui leur coûtaient des centaines et des centaines d'euros, où ils se sont vraiment fait arnaquer, quoi. Juste parce que en fait, on vous met la grosse pression, c'est maintenant ou jamais, et vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, et c'est un peu le pied dans la porte, quoi. C'est exactement ça. Il faut savoir que bah, ça, typiquement, avec cette règle de pas, si quelqu'un vous presse, bah, faut pas prendre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vaut mieux, je sais pas, c'est toi qui disais ça tout à l'heure, Kelman, vaut mieux passer à côté d'un peut-être un bon deal que d'en prendre un mauvais. Voilà. Ouais, Ça, clairement. Et donc, si jamais vous avez des questions sur un contrat où vous avez un souci, on a une petite section pour ça, donc il ne faut pas hésiter à nous demander. Donc, sur notre site ostéopathe.pro, vous avez une petite bulle de chat, c'est toujours nous qui répondons, c'est pas un chatbot, je précise. Et donc, pour la plupart des cas qu'on a déjà vus et qu'on connaît, on pourra, je pense, vous conseiller. Et sinon, après, pour des questions qui vont commencer à être très techniques, là, je pense qu'il faudra voir avec un juriste ou un avocat spécialisé ou un notaire. Et donc, ce qui est bon à savoir, c'est que les ASP fournissent des assistances juridiques pour ces questions. Euh, et donc, par exemple, donc, ça va être le cas de Ostéo de France, ça va être SFDO, le ROF, l'AFO. Donc, les ASP, elles ont ces assistances-là. Et souvent, elles ont des avocats qui sont vraiment spécialisés pour les ostéos et pour toutes ces problématiques-là. Donc, souvent, les réponses que vous aurez seront de bonne qualité. Nous, par exemple, moi, je sais que quand on est sorti du SIDO en 2012, on avait eu le SFDO qui était venu présenter le syndicat. Après, pendant très longtemps, on n'a pas trop eu d'interaction avec les syndicats. Mais depuis 2-3 ans, avec la carte qu'on fait sur Ostéopathe Pro, donc la carte démographique, dont on va parler juste après, pour l'instant, c'est Ostéopathe de France qui avait le plus partagé ce que nous, on a fait. Et donc, on a fait un partenariat avec eux. Donc, je mets un petit biais ici de notre part. Mais voilà, vous pouvez avoir, via les différentes ASP, souvent des assistances juridiques. Donc, par exemple, chez Ostéopathe de France, vous avez accès gratuitement à la première année à, à un espace membre avec pas mal de choses pour les étudiants, ou en tout cas pour les jeunes diplômés. Et donc, l'avantage aussi, c'est que ça vous permet d'avoir une représentativité professionnelle. Donc, le but du syndicat, c'est de représenter les ostéos. Les syndicats commencent à être de moins en moins fournis en termes de membres. Et c'est une problématique parce que bientôt, le seuil de représentativité sera plus forcément là. Donc après, la question, c'est qui le gouvernement va aller voir s'il y a effectivement des questions pour les ostéos. Et après, ils fournissent aussi tout ce qui est un peu aide à l'installation, des partenariats intéressants, dont nous, et des contrats types et de l'assistance juridique. Alors certes, pour la première année, c'est 75 €, mais c'est souvent très rapidement compensé par la réduction que vous pouvez avoir avec les partenaires qu'ils ont aussi. Oui, et il y a souvent aussi une note, j'ai vu qu'il y avait du compagnonnage. Et c'est une question qui m'a été posée par exemple cette semaine et je crois la semaine dernière par quelqu'un, si, qui était très déçu d'une collaboration et qui voulait savoir, en tout cas qui désirait plus avoir du compagnonnage pendant la collaboration. Et du coup, il faut savoir que avec les ASP, notamment, je sais que Ostéopathe de France, vu qu'on parlait d'eux, ils proposent justement du compagnonnage avec un ostéopathe senior. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez cool de pouvoir se réunir entre collègues. Et je sais qu'ils font ce genre de rencontres dans des cafés ou dans les grandes villes. Et ça permet, on va dire, de sortir un petit peu de son cabinet libéral où on est un peu souvent tout seul pour venir discuter avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc, des fois, les ASP ont ce bon côté où ils nous forcent parfois à se rencontrer un peu plus souvent. Et ensuite, on va vous parler un peu de ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous connaissez notre site. Donc ASP, oui, c'est Association Socioprofessionnelle. Donc nous, on est 2 ostéo-développeurs. Donc on crée des logiciels vraiment pour la clinique. Et en fait, notre but vraiment, c'est de vous faciliter la clinique. Donc pour ça, tiens d'ailleurs, ça Pardon, autoplay Clément, pas. je te coupe. J'ai appuyé sur play sans faire gaffe. Voilà, merci. Voilà. Donc l'idée chez nous, c'est que le prise de notes, ça soit comme un document Word. Et après, vous avez des raccourcis qui viennent vous aider pendant la prise de notes pour vous faire gagner énormément de temps et d'avoir des dossiers beaucoup plus complets. Et tout ce que vous voyez là est personnalisable, c'est-à-dire le contenu des notes, les raccourcis. Et ce système-là de raccourcis est également partageable entre praticiens. Et donc, ça permet de voir un peu comment les autres ostéos pratiquent. Et ça vous fait gagner plein de temps sur la consulte. Notre but, c'est vraiment
qu'en clinique, les choses aillent le plus vite possible pour pas que vous soyez gêné par l'ordinateur ou que, voilà, vous soyez en train de combattre l'ordinateur. Vraiment, le but, c'est d'être avec le patient et d'avoir le maximum de disponibilité pour le patient. Et donc on a tous ces outils qui sont faits par nous-mêmes, et qu'on utilise régulièrement en clinique. Donc on tous les essaie de les jours. rendre les plus efficaces possibles. Voilà. Heu, Qu'est-ce qu'on fait également? Bah, alors pourquoi ça veut plus bouger? Voilà. On fait également des jeux. L'année dernière, on allait faire une formation sur, les douleurs neurologiques, avec Laurent Fabre. D'ailleurs, une super formation, qu'on vous conseille, si vous n'en avez pas déjà entendu parler. Mais voilà, on se trouvait un petit peu nuls sur les dermatomes et les territoires sensitifs. Donc on a fait un jeu pour réviser les dermatomes et les territoires sensitifs, avec un système donc on vous présente une zone et il faut la deviner, et chaque jour, vous avez un nouveau défi qui se présente, et vous pouvez après, refaire plusieurs si vous le souhaitez. On a aussi un outil pour vous aider justement sur les choix de statut. On a essayé de le rendre vraiment le plus simple possible, donc il y a que 6 cases à remplir. Je pense qu'il y a pas d'autre simulateur qui est aussi simplifié que ça. Mais voilà, ça peut vous permettre justement de savoir est-ce qu'il vaut mieux être en micro-entreprise ou en régime réel, sachant qu'évidemment ça fait pas mal de différence à la fin de l'année. Potentiellement, ça peut faire jusqu'à 1 000 ou 1 500 €, même déjà assez tôt dans votre activité, donc ça fait quand même une belle différence, de vacances. Alors, sachant que le simulateur, si vous essayez, le simulateur, Ouais. il fonctionne pour, surtout pour le régime réel, il fonctionne sur un rythme de croisière. C'est-à-dire, une fois que vous êtes, de 2-3 ans installé. Au début, il faut savoir que le régime réel fonctionne plutôt par forfait, donc vous allez payer une somme, toujours la même, je pense, et ensuite c'est rattrapé ou rééquilibré en fonction de si vous avez gagné plus ou moins. Enfin, j'espère que vous avez gagné plus. Mais bon, voilà, faut savoir. Mais globalement, je ne sais pas si la majorité d'entre vous sont étudiants, mais à la louche, toujours mettre 50% de côté. Voilà, ça c'est la règle vraiment. 50% de côté, c'est globalement ce qu'il faut faire. Et ensuite, vous nous connaissez peut-être déjà sûrement pour la carte, donc la carte démographique qu'on fait depuis 2018. Donc là, on est en train de travailler sur l'édition, 2023 qui devrait sortir, bientôt. Donc ça vous permet de voir sur toute la France, commune par commune, le nombre d'ostéos et la densité habitant par ostéopathe. Donc pour tout ce qui est études de marché, on en reparlera, vendredi soir. Donc là, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais voilà, il y a cet outil-là qui est très pratique. Et ce que vous pouvez faire également, c'est qu'une fois que vous êtes installé, vous pouvez renseigner votre cabinet sur le site. Et donc nous, ça nous aide pour faire une démographie plus précise. Et vous, ça vous permet aussi d'indiquer que donc il y a une modification de cabinet dans telle et telle commune. Donc nous, ça nous aide à faire une carte de meilleure qualité. Donc ça évite aussi que, par exemple, on sous-estime un nombre d'ostéopathes dans une certaine commune. Donc ça aide en fait chacun à mieux pouvoir s'installer et à mieux faire son étude de marché. Ah, il y a moins d'ostéo, oui. Je ne pense pas qu'il y ait moins d'ostéos en 2023. Sachant qu'il y en a à peu près 2000 nouveaux par an, c'est C'est compliqué. bien. Et enfin, on a tout un blog avec plein de ressources, qui peuvent vous intéresser. On a des jeux cliniques en visual novel, on a des BD sur, les douleurs neuropathiques et sur le diagnostic différentiel diacétique, et plein d'autres articles, que ce soit pour l'installation, pour le RGPD, des trucs plus ou moins sérieux. Voilà, donc ça, c'est aussi un accès libre, donc faut pas hésiter à aller voir. Quelle est la Même moyenne, au vu de vos expériences, des charges? des charges des gens, ah, ça dépend. Ça dépend où tu vas t'installer. Si tu es à Paris, je pense que ça va crever le plafond. Si tu es à Castres comme moi, par exemple, je pense que j'ai 700 € de charge grand max. Entre le loyer qui me coûte 360, les prévoyances, tout ça, oui, c'est entre 700 et 800, je pense. Je regarde même pas. Mais oui, c'est le logiciel, tout ça, ouais, les abonnements. Ouais. Moi, par exemple, moi, c'est du 800 grand max. Voilà, et je me fais plaisir sur les dépenses en termes de trucs. Mais par contre, oui, si c'est à Paris, enfin, tout dépend du bien locatif en fait. C'est surtout c'est le loyer le gros facteur. Et d'ailleurs, dès qu'il est trop gros, le régime réel s'impose presque automatiquement. En fait, c'est en fonction des revenus, bien sûr. Si tu as des très très gros revenus et que c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu dépasses les 14% de charges, enfin, si tes charges, attends, comment expliquer ça? Si tes charges font 14% de ton CA total, de ton chiffre d'affaires total, bah en fait,
il faut passer au régime réel parce que les charges sociales vont, vont rentrer dans le compte aussi. Et, enfin, en tout cas, à partir de 14%, régime réel. Je pense que c'est à peu près le meilleur truc. Et il suffit de regarder dans le simulateur et souvent, ça va se confirmer. Et d'ailleurs, pour le simulateur, il faut savoir que vous pouvez comparer avec d'autres simulateurs, parce que les simulateurs, comme d'habitude, c'est toujours c'est des simulateurs, ils simulent, c'est pas vraiment la vérité. Et on vous met un lien, normalement, alors là, ça se voit pas, mais il y a un lien en dessous avec d'autres simulateurs qui sont également faits avec l'URSSAF, avec d'autres statuts, genre SASU, je crois aussi, et autres. Et, Oui. et du coup, il faut pas hésiter à les regarder aussi. Nous, on essaie toujours de le mettre à jour le plus tôt possible. Donc, nous, cette année, normalement, il est à jour avec 2023. Leur simulateur, la dernière fois qu'on a regardé, il n'était pas encore. Mais il va vous expliquer un peu plus en détail d'où viennent les charges et pourquoi on les paye. Ça, c'est l'avantage de l'autre simulateur sur. Je crois que c'est monentreprise.net, je crois que ça a changé. C'est Ouais, monentreprise.fr. En tout entreprise.ursaf.net. cas, c'est des simulateurs de l'URSSAF, et on compare souvent avec le leur parce que c'est un des plus précis, même si cette année, ils étaient en retard. Mais bon. Donc voilà, on a plein de ressources gratuites, que ce soit pour étudiants ou professionnels. Et donc cette année, on a un système de parrainage, parce que donc ça fait 1 an qu'on fait le logiciel clinique, de 10% pour les filleuls et 10% pour le parrain, et ça reste chaque mois. Donc c'est assez intéressant de parrainer, si vous connaissez des gens. Et donc on a une offre, pour justement les jeunes diplômés, et pour les ostéos. Donc quand vous créez votre compte, vous avez ensuite, 100 dossiers gratuits, pour faire, votre clinique. Donc normalement, vous avez largement le temps. Si vous avez un cabinet qui tourne pas bien, ça peut vous tenir 6 mois. Si ça tourne très bien, ça peut tenir beaucoup moins longtemps. Mais voilà, généralement, ça prend le temps. Après, vous avez 10% de moins, parce que vous êtes venu, au webinaire. Donc normalement, vous avez mis votre mail. Donc si vous êtes inscrit avec le même mail, on saura donc que vous avez le droit à 10%. Et si vous prenez justement, ODF la première année, vous aurez moins 20% supplémentaires sur notre tarif, et vous aurez 6 mois offerts en plus à la fin des 100 dossiers patients. Donc voilà, ça vous laisse largement le temps de lancer votre activité. Et si vous êtes parrainé et que vous arrivez à avoir, une filleule ou un filleul, ça vous ferait un moins 50, qui reste, donc sur votre forfait. Donc ça fait 12,50 € par mois. Et si vous êtes au régime réel et que vous avez une AGA, vu qu'on fait des factures qui sont aux normes, vous pouvez les mettre, ça dans les frais de comptabilité, et donc ça vous revient à 4 € à peu près par mois. Et donc la prochaine chose qu'on verra vendredi, c'est, comment choisir une zone pour s'installer, donc sur la carte et plein d'autres choses autour. Ouais, Donc le voilà, budget prévisionnel notamment. le budget prévisionnel. Voilà, on parlera de tout ça. Et après là, on a du temps pour des questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelle que soit la question. Ça peut être sur ce qu'on a vu aujourd'hui, mais pas forcément. Vraiment, ouais, c'est. Bon, bah, parfait. Donc voilà, après on est quasiment sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon, pour ceux qui sont, un peu, C'est open source qui? et tout ça. Et oui, le webinaire est enregistré, on le mettra en replay. Il y a pas de souci pour ça. Et Julien demande que donc dans une de nos offres, il y a la création du site web. En fait, ça fait partie du pack. En fait, Package. on a des trucs, on a des modules. Donc par exemple, on a le module juste pour la facturation, si vous souhaitez faire que les factures. Après, on a un module juste pour les dossiers patients, et après on a un module site, mais les sites, c'est nous-mêmes qui le faisons, c'est pas un WordPress, non. C'est des sites qui sont, liés à vous. Ce que je veux dire par là, c'est que donc sur le site de ressources, sur le blog, j'ai fait une mini BD, très mochement dessinée, mais l'idée, c'était de faire passer le message important, c'est que tous les mois, vous allez payer un hébergement et un nom de domaine pour un site web. Donc en fait, c'est un investissement que vous allez mettre tous les mois, et en fait, on vous encourage à, être propriétaire du nom de domaine. Le fait d'être propriétaire de nom de domaine, c'est que si demain, vous n'êtes pas d'accord avec justement le prestataire que vous utilisez,
vous ne perdez pas, la réputation du nom de domaine. Donc vous pouvez prendre, je ne sais pas, ostéopathe-paris.fr. Si vous avez ce nom de domaine-là et que, vous avez beaucoup de contenu et que justement il est bien référencé dans Google parce que les gens vous retrouvent souvent avec ce site-là, si vous n'êtes pas propriétaire du nom de domaine, demain, si vous n'êtes pas d'accord avec votre prestataire, vous le perdez et en fait tout l'investissement que vous aurez mis au fil des années, parce que c'est quelque chose qui se construit plutôt sur le moyen au long terme, vous allez le perdre. Donc, nous, ce qu'on vous incite à faire, c'est, prendre votre propre nom de domaine et en fait, nous, après, on vient se brancher dessus. Après, ce qu'il faut voir, c'est que nos sites, ils sont vraiment très basiques. On ne fait pas des sites très complexes. Notre priorité, C'est-à-dire? c'est vraiment pour que les patients puissent très facilement prendre rendez-vous. Donc, il y a les informations essentielles avec, la localisation, comment prendre rendez-vous, quelles sont votre pratiques, quels sont vos tarifs, et c'est à peu près tout. Ouais, un lien vers Doctolib ou l'agenda de votre, en ligne de votre choix, ou même votre numéro de téléphone. Ou, voilà. Est-ce qu'on sait si les écoles délivrent ce genre d'infos? Je pense que c'est très variable en fonction des écoles. Je sais que bon, le problème, c'est que nous, ça fait 10 ans qu'on est sortis, donc on n'a pas forcément une image très précise de ce qui se fait aujourd'hui. Je sais que suivant les écoles, comment dire? Les formations, heu, pour l'installation sont plus ou moins longues et complètes. Je sais que, par exemple, il y en a certains qui vont parler juste de la démographie, d'autres qui vont parler de choses beaucoup plus complètes. Donc ça va vraiment être, du cas par cas en fonction des écoles. Oui, il me semble qu'aussi, enfin, nous, on était des vidéos justement il y a plus de 10 ans maintenant, et oui, je me souviens qu'il y avait, un comptable qui venait plusieurs fois. Il y a eu, du coup, qui parlait aussi un petit peu des contrats. Les contrats, je m'en souviens plus trop, Clément. Je sais pas si, si nous, il y a 10 ans, on avait les contrats. Les Je me souviens contrats, on plus. avait quelque chose, mais c'était assez succinct de mémoire et il y avait beaucoup d'infos et c'était assez difficile à comprendre sur le moment. Enfin, moi, je me sais que j'ai Oui, parce que retenu du coup, ça s'est un petit bout. enchaîné. On a eu les contrats, puis ensuite la compta, puis ensuite un autre truc. Ouais, Oui, c'était des journées un peu, ouais. Mais oui, c'était confusant. Enfin, confusant. C'était- Si vous êtes sur Saint-Étienne ou Lyon, ce week-end, jusqu'à de dimanche à mardi, ben, on est sur place. Donc, si vous voilà voulez et pour boire le un verre. support, ben, ce qu'on fera, c'est qu'on fera le replay sera en ligne. Par contre, on n'avait pas prévu de mettre les slides en ligne, mais normalement, vous aurez tout ce qu'il faut dans le replay. Après, il y a énormément de ces choses-là qui sont, déjà sur le blog. Et après, de toute façon, pour tout ce qui est au cas par cas, on fait pas mal d'interventions, directement. Là, en fait, les gens nous contactent sur le chat, et après on regarde, voilà, au cas par cas, on discute, de votre situation et on voit comment ça se passe et c'est quoi votre projet et tout ça. Et après pour d'autres choses, on redirige vers d'autres gens qui sont encore plus spécialisés que nous là-dedans. Si vraiment vous avez des questions très spécifiques ou que vous voulez un accompagnement, vraiment, semaine par semaine ou mois par mois, ça se fait aussi. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, c'est super. C'était cool. Et Bah bah, si vous êtes là vendredi, c'est super. Oh, c'est super aussi. Eh bien, bonne soirée, et je vais fermer la salle. Bonne soirée. Salut. Salut à tous!